aborder par exemple cette conférence-là sous 3 ou 4 axes. Premier point, je parlerai du changement de paradigme qui permet d'avoir un autre discours sur l'intégration afin de mieux vendre la diversité. Dans le deuxième point, j'aborderai en fait la problématique ou l'interdépendance des problématiques entre immigration, langue et emploi, l'analyse entre ces 3 facteurs. Et dans le troisième point, je parlerai de la responsabilité de l'immigrant dans son intégration, mais aussi les pistes de solutions pour briser son isolement également et faciliter son insertion sur le marché du travail. Et dans le dernier point, j'aborderai la nécessité de la mise en place des lieux de rencontre, des espaces de dialogue, puisque le dialogue interculturel est la responsabilité de chacun. On parle en fait du changement de paradigme puisque on dit souvent que l'intégration professionnelle et l'identité québécoise entraînent des droits, mais aussi des devoirs. Et la question de l'intégration des immigrants est abordée différemment, selon le point de vue des différents acteurs. On assiste donc à une forme de dualisme, donc une forme de vision selon de quel côté on aborde la question. Pour en fait la société d'accueil, quand on parle de l'intégration des personnes immigrantes, la première idée qui arrive en tête, c'est de se dire que les immigrants, il appartient à l'immigrant de s'intégrer à la société. Et on dit souvent que l'intégration se réfère juste à l'adoption et à l'appropriation des valeurs identitaires québécoises. Quand on pose la question à l'immigrant, c'est quoi l'intégration? L'immigrant ramène la question à l'intégration économique. Parce que pour lui, une intégration réussie nécessite une situation d'un emploi rapide dans son domaine de compétences. Donc on voit que chaque acteur essaie de définir l'immigration ou l'intégration selon ses propres critères et selon ses propres valeurs. Parce que évidemment la société d'accueil a raison de dire que pour une intégration, il faut que les immigrants comprennent leur mentalité, la spécificité de la société d'accueil. Il faut aussi qu'ils comprennent les us et coutumes. Il faut qu'ils cessent aussi de se ghettoiser. Ça, c'est un discours qui peut être défendable. Cependant, les immigrants vont dire aussi que l'identité n'est qu'un écran de fumée qui cache très bien la réalité de l'immigration. En d'autres termes, celui qui décide d'immigrer veut améliorer sa situation, veut aussi éduquer ses enfants également dans de très bonnes conditions. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles parfois les immigrants choisissent le Québec, le Canada comme société et terre d'accueil. Mais ces deux visions ne sont pas opposées. En apparence, elles sont opposées, mais en réalité, elles sont complémentaires. Donc, durant toute la présentation, nous naviguerons en fait sur la conjugaison de ces deux visions, parce qu'il me semble fondamental de bien maîtriser les valeurs de la société d'accueil pour une personne immigrante. Et si la personne immigrante ne maîtrise même pas les valeurs de la société d'accueil, ce sera difficile pour cette personne immigrante de trouver un emploi, puisqu'on dit que plus de 80% des emplois sont obtenus par des contacts directs. Et il faut comprendre aussi la mentalité également des employeurs pour pouvoir les séduire, les convaincre et les rassurer également. C'est important aussi de comprendre que selon la conception québécoise de l'immigration, l'intégration se fera autour des valeurs communes, c'est-à-dire la laïcité, c'est-à-dire l'égalité entre hommes et femmes, c'est-à-dire la primauté de la langue française. Mais aussi le fait que l'immigrant soit dans un contexte canadien fait qu'il est partagé entre deux positions, visions différentes. On parle du multiculturalisme canadien et de l'interculturalisme québécois. Le fait aussi que l'immigrant a aussi plusieurs identités complexifie aussi son rapport avec la société d'accueil. C'est parfois aussi difficile un tout petit peu de démêler tout ça, puisqu'on dit souvent qu'on veut véritablement vivre dans une société malgré nos différences, mais de façon harmonieuse. Mais d'autres pensants aussi, ou penseurs, diront aussi que c'est important de partager des valeurs communes également pour vivre aussi dans une société avec ses règles de fonctionnement, parce que sinon, ça peut nous mener en fait à l'anarchie. Mais la réalité reste que on est dans une société où l'intégration définit véritablement le sentiment d'appartenance. Parce que pour la personne immigrante se sente appartenir à la société d'accueil, il faut qu'elle se trouve un emploi à la hauteur de ses compétences.
Et le fait d'être en contact avec les membres de la société lui permet de comprendre davantage la société québécoise et d'interagir avec les Québécois et de pouvoir aussi montrer aussi sa fierté de faire partie de cette société, d'être un citoyen à part entière et non entièrement à part. Et cet élément est fondamental aussi dans la conception en même temps de l'intégration de l'immigrant qui se dit qu'il a véritablement décidé de venir dans une société, dans une belle société qui est le Québec, dans une belle société aussi qui est le Canada, malgré toutes ces imperfections, mais où il y a des espaces ou des possibilités également de chercher une place à l'amélioration. Donc, au niveau, par exemple, de cette intégration, c'est important de comprendre cela. Mais il y a aussi un autre aspect, puisque la société québécoise ne connaît pas et ne reconnaît pas tout le rôle de l'immigration. Puisque, parfois, la préparation du milieu facilite une certaine adhésion de la société par rapport à l'intégration, par rapport à l'embauche des personnes immigrantes, mais en même temps, il faut une certaine préparation de la société pour qu'il n'y ait pas en fait de certaines résistances au niveau également de cette volonté de vivre ensemble harmonieux. Et le simple fait aussi de penser que des immigrants construisent des voleurs de jobs fausse également toute la conception de l'intégration et pour certains même Québécois ou certains même néo-arrivants ou néo-Québécois à se dire que peut-être que les régions ne sont pas faites pour eux ou pour elles pour l'instant, alors que moi je sais que les régions sont faites pour les immigrations parce que j'ai travaillé dans un organisme où j'ai fait la régionalisation pendant 2 ans comme conseiller en emploi et à l'établissement en région. Mais tout ce qu'on entend fait de telle sorte que parfois il y a des craintes, aussi il y a une méfiance également de l'immigrant aussi par rapport à certains chocs qu'ils peuvent vivre également dans la société ou dans le milieu qui va l'accueillir. Un autre aspect également dans cette immigration, c'est qu'on a une certaine configuration de l'immigration qui fait de telle sorte qu'on a une diversification de l'immigration maintenant. Puisque le document même de consultation du ministère de l'immigration l'a bien démontré qu'il y a l'immigration économique non européenne supplante maintenant l'immigration traditionnelle et amène maintenant un débat sur le plan identitaire. Et ici, en fait, on remarque véritablement que par rapport en fait aux chiffres, qu'au cours de la décennie 1980-1990, cette immigration était majoritairement d'origine européenne. En 2010, moins de 20% de l'immigration accueillie est originaire de ce continent, comparativement à plus de 35% pour le continent africain et à environ 25% pour l'Asie. De fait, les personnes immigrantes admises au Québec en 2010 étaient originaires de 185 pays. Puisque la spécificité et la particularité du Québec fait de telle sorte qu'on interroge également cette façon en fait de vivre ensemble avec des personnes qui viennent de cultures différentes, avec aussi d'autres réalités, comme on l'a vu avec le débat en fait sur la charte de la laïcité. On y reviendra lors de la période de questions si vous voulez. Mais il faut également noter que l'échec des familles immigrantes constitue aussi véritablement un problème, puisque quand un immigrant vit un échec, ça lui fait rappeler un peu la situation qu'il avait laissée dans son pays d'origine, et ça crée aussi une certaine haine vis-à-vis également de la société d'accueil et une certaine tension également, puisque dans son projet, l'emploi demeurait en fait l'élément fondamental. Et on assiste aussi à ce qu'on appelle une détresse psychologique chez les pères immigrants d'origine africaine maghrébine, qui voient aussi le rôle de père de famille diminuer, et ils ont parfois le sentiment de moins protéger leur famille. Étant donné qu'ils étaient aussi, et ça se joue aussi au niveau des enfants, parce que les papas et les mamans aussi sont les premiers modèles dans une société, et qu'en général, si la personne ne trouve pas sa voie en termes d'intégration économique, sociale et culturelle, sa dignité risque d'en prendre un sacré coup. Et moi j'ai eu à faire des entrevues avec des médecins étrangers, certains même véritablement ont pensé à des situations. Il y en a certains qui disaient que si ce n'était même pas la religion, ils allaient se suicider. La religion devenait pour eux parfois, comme la langue québécoise, un marqueur de l'identité québécoise.
cette religion, dans un certain temps, devient aussi un marqueur aussi pour leur permettre en fait de ne pas sombrer dans un défaitisme ou de pas en fait procéder en fait à des suicides comme on peut l'observer. Ce qui fait que c'est important de pouvoir comprendre aussi cette situation. Maintenant, il y a eu certaines interactions entre la langue, l'immigration et l'emploi. Puisque c'est important de pouvoir inciter les personnes immigrantes à apprendre la langue française pour pouvoir rassurer les inquiétudes de la population québécoise, puisqu'on sait que le Québec est dans un contexte nord-américain et le Québec a un double statut minoritaire. Minoritaire au niveau de la langue, minoritaire au niveau de la population. Donc, le fait de comprendre la langue française et le fait de comprendre les us et coutumes pour permettre par exemple à l'immigrant de trouver sa place au niveau de la société québécoise. Mais toujours est-il, il faut qu'il y ait un discours cohérent au niveau de la langue. Parce que le rapport entre la maîtrise de la langue et l'intégration en emploi peut se révéler intéressant, mais ne donne pas tout le temps des résultats. Puisque le Québec sélectionne plus de 60% qui déclarent connaître la langue française, et dans ces 60%, même si c'est une auto-évaluation, maintenant on l'a changé par des tests standardisés, on remarque qu'il y a des gens qui maîtrisent la langue française, notamment les Maghrébins, les Noirs africains et les Haïtiens, et pourtant le taux de chômage est très élevé. Donc ce qui fait que par la suite, ça pose un problème. Et en même temps, quand on dit aussi on fait la francisation à des allophones, il faut que ces gens aient confiance à la langue. Et comment ils vont avoir confiance à la langue? S'ils font la francisation, ils s'attendent après à trouver un emploi en français. S'ils ne trouvent pas un emploi en français, ils perdent la confiance également au niveau de la langue. Et ça aussi, ça devient également problématique. C'est parfois un discours politique, c'est plus compliqué que ça, mais c'est quelque chose d'extrêmement important qui fait de telle sorte que le Québécois ou la Québécoise ne va pas dire que on va disparaître d'une certaine façon, parce que c'est la langue française qui est aussi un moteur fondamental et c'est un enjeu social plus qu'important au niveau en fait de ces sociétés. Mais il y a aussi par exemple le paramètre en fait de l'emploi. Quand on regarde les indicateurs de qualité de l'emploi en termes d'écart salarial, en termes d'emploi relié à son domaine de compétences, on note une certaine précarisation de l'emploi. Et c'est l'analyse ou l'état de lieu en fait sur ces questions montre qu'il y a une déqualification, montre aussi un problème de non reconnaissance en fait des diplômes et des compétences, montre aussi une résistance tenace des employeurs vis-à-vis en fait du premier emploi. Donc ça aussi, ça pose un problème, puisque comme je le disais tantôt, le milieu de travail est un espace de socialisation qui constitue une référence identitaire inclusive. Quand la personne immigrante trouve un emploi et est en contact avec les Québécois et les Québécoises, il apprend des Québécois et des Québécoises comme l'inverse également. Donc cette interaction entre le principe de donner et de recevoir se répercute aussi bien dans l'entourage du candidat, mais aussi à la maison, parce qu'il éduque son enfant selon les bases aussi de la société d'accueil en termes d'ouverture, mais en même temps aussi en termes aussi de citoyens qui participent à l'effort économique et social. Et parfois on a comme l'impression qu'il n'y a pas d'immigrants qui réussissent parce que les histoires à succès, on n'en parle pas. Je suis à côté de quelqu'un qui pour moi aussi est une histoire à succès, parce que parfois on va aller chercher loin, parce que c'est quelqu'un en fait qui est d'origine sénégalaise, qui a plusieurs identités, identité québécoise, identité canadienne, identité sénégalaise, casamançaise, professionnelle, ainsi de suite, et qui pourtant fait le passage ou le pont entre l'immigrant et la société d'accueil, et qui s'inscrit aussi dans l'association. Malheureusement, les médias, qui doivent être aussi le miroir de la société, ne font pas ressortir cette image, et c'est pourquoi j'avais dit dans le livre que on pourrait utiliser l'interculturalisme pour démontrer que on parle tout le temps de fermeté de la société. Oui, il y a en fait place à l'amélioration, mais la société aussi donne parfois la chance à des personnes qui deviennent aussi des ambassadeurs aussi au niveau de leur communauté et aussi au niveau de la société d'accueil. Donc, ils redonnent à la société ce que la société leur a donné. Et ces éléments, malheureusement, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est des éléments qui sont extrêmement importants.
Donc le lien, la langue et l'immigration constituent des facteurs intéressants en ce qui concerne ce qu'on appelle le triptyque. Aussi, il y a également une responsabilité de l'immigrant. Parce que ce ne sont pas juste les politiques de fermeture des ordres professionnels ou des employeurs qui sont les principaux ou les principaux facteurs concernant l'intégration. L'immigrant a une part de responsabilité. Parce que quand l'immigrant arrive dans la société d'accueil, l'immigrant doit faire l'effort nécessaire de pouvoir apprendre la langue. C'est quelque chose de fondamental, mais de pouvoir aller vers l'autre également. La société d'accueil aussi a aussi le devoir véritablement de pouvoir accueillir et de pouvoir intégrer l'immigrant selon les règles de fonctionnement. Donc, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, une responsabilité partagée. Et parfois, pour éviter les fractures identitaires, il faut mieux sensibiliser la société d'accueil aux difficultés d'intégration, tout comme sensibiliser les immigrants aux réalités de la société.